monde, merci de rejoindre ce webinaire où on a aujourd'hui la chance d'avoir Marion. Donc, d'abord, je vais me présenter et puis je vais introduire Malik, qui est consultant RSE pour le compte de Dunia Ethique, qui nous accompagne beaucoup dans le développement de Dunia Ethique. Et ensuite, on introduira Marion pour qu'elle puisse se présenter en détail. Et vous pourriez lui poser toutes les questions, soit en levant la main ou par des questions tout simplement en utilisant le canal conversé ou QR, un truc comme ça. Et comme ça va faire de l'interaction au fil de l'eau. Donc voilà. Alors, je m'appelle Aïcha, je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent déjà. Et je suis la présidente et la fondatrice de l'association Dunia Ethique, qui est en fait une association de promotion du développement durable que j'ai mise en place avec d'autres personnes, bien entendu. À partir de 2019 officiellement, mais on existait déjà en 2018. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on est présent en France. On a ouvert une petite antenne en Roumanie. Et il y a beaucoup de nos membres qui se situent aujourd'hui au Sénégal, parce que beaucoup savent que je suis originaire du Sénégal, du coup. On va être une petite centaine de personnes entre la France et la Roumanie et le Sénégal. Donc, Dunia Ethique est organisée aujourd'hui en pôles qui permettent en fait de répondre aux 17 ODD qui sont promus par l'ONU tout simplement. Donc, on va avoir un pôle éducation à la santé, un pôle éducation au numérique, un pôle qui est lié aux questions en rapport avec la RSE, un pôle qui va être lié à l'emploi et à la formation, et un dernier pôle qui est lié à, j'oublie toujours, la sensibilisation peut-être sur... Voilà, aux ODD, tout simplement, donc à l'éducation au développement durable. Donc, à travers ces 5 pôles, en fait, qu'on parvient à faire des actions à la fois digitales et terrain. Terrain, c'est un peu plus compliqué, en tout cas, pendant cette période, mais on essaie, du coup, de capitaliser le maximum sur le digital. Donc, aujourd'hui, le webinaire va être... je vais essayer de modérer, animer un peu le webinaire avec Malik, comme je disais tout à l'heure, qui fait partie de l'association. Donc Malik, je vais peut-être te laisser la parole pour que tu te présentes. Et après, on introduira bonjour à tout le monde déjà, et je pense que je suis très content de me retrouver parmi vous aussi et de participer à cet échange, je pense, qui va être fructueuse pour nous tous. Donc moi, je suis à la base doctorant en géographie et je travaille sur les questions de développement durable, de développement aussi des grandes surfaces en Afrique. J'ai fait un master en développement durable et un master en alimentation. Donc, et depuis 4 ou 5 mois, j'ai rejoint l'association Dunia Ethique comme consultant et comme membre aussi. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Et j'apprends aussi, mais aussi j'apporte aussi en termes de conseils pour promouvoir les ODD en Afrique et partout dans le monde. Super. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, nous allons aujourd'hui parler de carrière à impact, c'est-à-dire toutes ces personnes comme Marion qui ont fait des études dans des filières qui sont classico-classiques, comme la communication, le marketing, et qui ont eu envie à un moment donné de leur parcours scolaire ou professionnel tout simplement de participer à la promotion du développement durable. Donc Marion, juste pour faire une petite présentation avant de t'introduire, je pense que tu pourras revenir beaucoup plus en détail sur ton parcours. Mais voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, Marion est la responsable programme de Ferme à venir. Et par rapport à son parcours également, je pense qu'il y a pas mal de choses en tout cas dans le secteur du développement durable, des missions sur lesquelles tu t'étais positionné pendant tout ton parcours qui sont tout aussi intéressantes à connaître. Donc, merci déjà de nous avoir rejoints, d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Je pense qu'à la fin du webinaire, tu pourras inspirer beaucoup de personnes parce que quand on parle développement durable, le plus souvent, c'est un peu flou pour les jeunes notamment, surtout quand c'est pas par exemple, des filières agrologie, des choses comme ça. Donc, ils sont perdus, ils ne savent pas concrètement comment est-ce qu'ils peuvent faire pour participer aux EDD. Et donc, c'est l'intérêt de ce webinaire pour que tu puisses un peu nous en parler davantage sur ton parcours. Donc, merci et bienvenue. Je te laisse la parole pour que tu te présentes et au fur et à mesure, on posera les questions. Je rappelle que vous pouvez lever la main pour poser des questions à Marion, soit directement en parlant ou par des messages.
Mais voilà, l'idée, c'est que ça soit un peu interactif également. Donc, welcome, Marion. Merci. Du coup, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Moi, j'ai 35 ans et ça fait bientôt 10, même 11 ans que je travaille et que je travaille dans des secteurs qui sont effectivement à impact. Alors, j'ai commencé en travaillant pendant 6 ans dans une entreprise qui faisait des logiciels, on va dire logiciels RSE pour simplifier. Donc, des logiciels qui permettent aux grandes entreprises de gérer toutes leurs données environnementales et sociales. Ensuite, je vous en parlerai, je rentrerai plus dans le détail après, mais il y a un programme de transition de carrière qui s'appelle On Purpose pendant 1 an, avant d'arriver chez Ferme d'Avenir où je suis maintenant. Donc, Ferme d'Avenir, c'est une association de développement de l'agroécologie. Et je suis entrée en tant que responsable communication et aujourd'hui, je m'occupe du développement des programmes et du développement tout court, c'est-à-dire aller chercher des sous pour financer. Et donc, si je reprends un peu dans le détail mon parcours, moi, j'ai eu un parcours hyper généraliste. J'ai fait un bac ES et j'ai enchaîné avec une prépa intégrée dans une école de commerce. Et l'EPSI à l'époque, et maintenant ça s'appelle ESSEC Bibier, parce que c'est la prépa intégrée du groupe ESSEC. Donc, pour ceux qui sont dans la région parisienne, vous devez connaître, parce que l'ESSEC, c'est à Cergy. ESSEC, ouais. Voilà, pas loin de Nanterre, Aïcha, n'est-ce pas? Et donc, voilà, en fait, je savais, j'ai toujours su que je voulais travailler dans des thématiques sociales ou environnementales, mais à l'époque, je ne savais pas trop mettre de nom dessus. En gros, soit je voulais faire de l'humanitaire, soit je voulais travailler dans la protection de la nature, mais bon, quand j'étais adolescente, c'était un petit peu vague. Et j'avais aussi très envie de voyager. Donc, comme je ne savais pas trop quoi faire, je ne voulais surtout pas me fermer de porte et j'ai essayé de faire des études les plus généralistes possibles et qui me permettraient de faire tout ce que je pouvais après. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une école de commerce. C'est aussi parce que j'avais une appétence pour les langues, pour l'histoire, pour l'économie. Donc, en fait, c'était bien fait pour moi. Et donc, j'ai fait une école de commerce en 4 ans. Sans trop me spécialiser dans une thématique particulière. Je n'ai pas fait plus de marketing que de finance, que de gestion. D'accord. Ou quoi. C'était assez généraliste. Par contre, j'avais une grosse dimension internationale parce que j'ai fait mes 2 premières années en France et les 2 années suivantes à l'étranger. Je suis partie en Chine pendant 1 an et demi. J'ai fait 2 semestres d'études et un stage à Shanghai. Donc, j'ai continué à suivre des cours de gestion, de management à l'université et j'avais des cours intensifs de chinois. Donc, ça, c'était hyper intéressant parce que je découvrais une nouvelle langue, une nouvelle culture, on voyageait beaucoup et voilà, c'était une ouverture sur le monde qui était incroyable. Et ensuite, je suis partie 6 mois aux États-Unis pour faire un autre stage. J'étais basée à Miami, donc c'était vraiment le grand écart avec Shanghai. C'était très, très différent. Mais c'était aussi hyper intéressant. Ça m'a permis à l'époque, quand j'étais à Miami, je travaillais dans une chaîne de télé, donc c'était très, très différent. Ça m'a permis de perfectionner mon anglais aussi. Donc voilà, c'était quand même pas du tout encore axé sur l'écologie. Par contre, ces expériences-là, ça m'a permis un peu d'affirmer les valeurs pour lesquelles je voulais travailler. Par exemple, à Shanghai, je travaillais au siège des magasins et je m'occupais de la logistique et de la gestion des stocks. D'accord. En fait, c'était assez vide de sens, quoi. Je gérais des tableaux Excel toute la journée. Je faisais des études de marché pour savoir si on avait vendu plus de rouge à lèvres rose que rouge, qu'une autre couleur. Et je trouvais que c'était hyper... que ça manquait de sens et que c'était pas vraiment mes valeurs à moi. C'était pas le monde que je voulais. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai fini mon master et ma thèse à l'ESSEC. Et je me suis dit, en fait, j'ai une envie en moi de travailler sur des thématiques sociales et environnementales et il faut que je les suive tout simplement. Et on a eu des cours sur le développement durable et je me suis dit, en fait, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est le développement durable. Alors depuis, c'est un terme qui est un peu décrié pour plein de bonnes raisons, mais à l'époque, en tout cas, on appelait ça comme ça. Et du coup, je me suis dit, voilà, je n'ai pas de diplôme en développement durable, je n'ai pas de compétences particulières. Je ne suis pas biologiste, je ne suis pas agronome, je ne suis pas scientifique, je ne suis rien de tout ça. Et je veux travailler dans l'écologie. Donc, comment faire?
Et en fait, je me suis dit, bon, bah voilà, il faut que j'essaye de personnaliser au maximum mon CV en rajoutant des expériences qui démontrent mon intérêt pour ces sujets-là et qui me permettent de développer des compétences sur ces sujets-là. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de dédier mon mémoire de fin d'études à une thématique sociale et environnementale. C'était en 2008. Enfin, en 2008 ou 2009 que j'ai commencé à travailler sur mon mémoire de fin d'études. Et à l'époque, c'était l'époque des... En 2008, il y a eu les émeutes de la faim. Ouais. Sur voilà, les prix des céréales qui augmentent et qui fait qu'il y a des gens qui vivent avec 2 $ par jour, ils ne peuvent plus s'acheter à manger. Et donc, j'ai dédié mon mémoire de fin d'études à cette thématique-là et sur l'enjeu des agrocarburants, sur la montée des prix. Et donc, ça m'a permis de me plonger dans ce sujet-là pendant 1 an. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc ça a été un peu la première petite chose que j'ai mis sur mon CV qui était liée avec les ODD. Ensuite, j'ai décidé de faire un master en développement durable en 5e année. Donc, j'ai cherché plein de masters qui existaient sur Paris. Il y en avait à AgroParisTech, mais moi, je n'avais pas de profil scientifique. Je n'étais pas agronome. Donc, ça ne correspondait pas trop à ce que je pouvais prétendre. Et pas encore trop de masters spécialisés chez HEC ou à l'ESSEC. Ça n'existait pas trop. Et j'ai trouvé un master, un MBA en management de la performance durable à l'ISC Paris. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et j'ai fait dans le cadre de ce master un premier stage de fin d'études qui s'est finalement avéré être mon premier boulot parce qu'il s'est transformé en CDD. D'accord. En CDI. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée un peu dans le milieu du développement durable. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mon premier CDI, ça a été dans une boîte qui faisait des logiciels. On appelle ça des logiciels de données non financières parce que dans une entreprise, il y a tout ce qui est données financières, comptables. Et nous, on faisait tout ce qui était les données, par exemple, sociales, ça va être la répartition homme-femme, les accidents du travail. Et dans tout ce qui est environnemental, ça va être la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les déchets, l'énergie, les émissions carbone. Donc, on était une grosse structure qui fabriquions des logiciels assez pointus pour que des entreprises comme L'Oréal, Danone, Renault puissent aller faire des calculs de gaz à effet de serre dans leurs usines, gestion des déchets, etc., qui puissent collecter les données, les monitorer et prendre des actions en conséquence. D'accord. Et moi, dans cette entreprise-là, j'ai fait du marketing, de la gestion de produits, des partenariats et du commercial. Donc, en fait, toutes les compétences que j'avais apprises en école de commerce, en fait, c'était des compétences que j'utilisais tous les jours, mais au service d'une cause qui n'est pas de faire de l'argent si, parce que ça restait une entreprise, mais quand même d'améliorer et d'agir sur des enjeux écologiques ou sociétaux. Très bien, très bien. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et en fait, au bout de 6 ans, je commençais un petit peu à tourner en rond, à devenir un petit peu plus militante. Et j'avais envie de travailler beaucoup plus concrètement sur des thématiques environnementales, voire de travailler dans une association. Enfin, je rêvais de rejoindre Greenpeace ou le WWF. Et donc, quand je candidatais à ce genre d'association, je voyais bien que j'avais pas de retour parce que je manquais d'expérience ou alors j'avais un profil qui faisait trop start-up privé pour aller postuler dans des associations comme ça. Et à ce moment-là, je suis tombée sur le programme On Purpose, qui est un programme de transition pour des jeunes professionnels trentenaires qui veulent réorienter leur carrière vers plus d'impact. Et en fait, c'est un programme d'1 an qui permet de faire 2 stages de 6 mois dans 2 associations ou dans 2 entreprises sociales à la suite et de suivre des cours tous les vendredis après-midi sur tous ces enjeux-là. D'accord. Et donc, c'est hyper génial parce que même si demain, vous avez commencé à bosser chez Total, vous pouvez faire une transition de carrière et aller bosser dans un secteur à impact, voire revenir bosser chez Total dans un projet à impact, parce que c'est aussi possible. Et donc, c'est hyper formateur. Et donc, j'ai plaqué mon CDI pour faire cette reconversion professionnelle. Mes 2 stages, ils ont été chez Make Sense, qui est une entreprise sociale qui qui aide les entrepreneurs sociaux à pérenniser et à lancer leurs projets. Et mon 2e stage, il a été fait chez Emmaüs France.
Donc, pareil, toutes les compétences que j'utilisais, c'était vraiment de la gestion financière, de la communication, de la gestion de projet, un peu de conseil, encore un peu de com. Enfin, c'était hyper polyvalent. C'était vraiment que des compétences que j'avais appris en école de commerce, mais que je mettais au service d'une noble cause, entre guillemets. Et ensuite, à la fin de cette année, eh ben, j'ai cherché du boulot et j'ai atterri chez Ferme d'Avenir, où je suis toujours aujourd'hui, donc ça fait 4 ans. Et donc, Ferme d'Avenir, en gros, on est une association de promotion et de soutien au développement de l'agroécologie. Donc, agroécologie, c'est en gros une agriculture écologique. C'est un nouveau modèle de ferme qui permet à la fois de fournir des aliments sains et qualitatifs pour les gens, tout en préservant le capital naturel et en permettant aux agriculteurs de vivre de leur métier. Donc, vous retrouvez vraiment les 3 piliers du développement durable qui sont l'économie, l'environnement et le social. Et donc, nous, on fait ça à travers 4 pôles principaux. Le premier, c'est que nous, on appelle le pôle production, qui vise à accompagner des porteurs de projets et des fermes à lancer des projets et à les pérenniser. Ensuite, on a un pôle formation. Donc, on forme la future génération d'agriculteurs à des formations courtes ou plus longues. Ensuite, on a un pôle financement qui permet de financer des projets via des plateformes de crowdfunding ou des concours. Et enfin, le dernier pôle, c'est le pôle influence, qui est le pôle qui va le plus ressembler à des actions de plaidoyer ou d'influence que peut avoir une ONG environnementale classique, c'est-à-dire sensibiliser les citoyens, sensibiliser les politiques et les décideurs. Et quand je suis arrivée chez Ferme d'Avenir, en fait, c'était pour être responsable communication. Donc, j'étais la première personne recrutée pour faire la com chez Ferme d'Avenir. Donc, j'ai vraiment structuré tout le département. J'ai mis en place les process, j'ai mis en place des outils, créé une charte graphique, vraiment tout structuré, tout le département de la communication. Très rapidement, j'ai repris les activités du pôle influence parce que du coup, c'était assez proche. C'était vraiment mettre en place des campagnes de sensibilisation quand on sortait un film, un livre, une campagne, etc. Et là, depuis 1 an, j'ai repris des activités de coordination du réseau parce que Ferme d'Avenir, en plus des activités qu'on a de formation, d'influence, on est aussi un réseau de fermes. On a travaillé avec plus de 1000 fermes agroécologiques partout en France. Et il y en a 300 qui ont officiellement adhéré à notre réseau. Donc, il faut un peu coordonner tous ces gens-là, leur parler régulièrement, leur fournir des services, réfléchir avec eux à leurs besoins. Donc, ça, c'est ce que je pilote en plus de la communication. Et j'ai repris donc, le développement de l'association, c'est-à-dire comment on va chercher des sous pour financer nos programmes et payer nos salaires, tout simplement. Donc, ça, c'est purement du commercial. Aller voir des fondations, aller voir des partenaires publics ou des entreprises et leur demander des sous pour financer nos programmes. Donc voilà, je vous ai fait un petit brief. J'espère que j'ai pas été trop longue ou que je ne suis pas trop rentrée dans les détails. Mais voilà, vous avez un bon aperçu de tout ce que j'ai fait. Et j'ai essayé de mettre en avant les compétences que j'avais utilisées parce qu'en fait, ce qui est important quand on veut faire une carrière à impact, c'est vraiment effectivement de réfléchir au sens et à la thématique que vous souhaitez aborder. Mais il ne faut pas oublier les compétences que vous apportez parce que c'est ça qui va faire la différence pour les personnes qui vont vous recruter. Elles vont vous recruter parce que vous partagez des valeurs et parce que vous n'êtes pas là par hasard, mais elles vont surtout vous recruter parce que vous avez des compétences et que vous êtes là pour les aider à faire avancer leur projet. Ouais. Et justement, dans ce sens, si aujourd'hui tu avais à définir une carrière à impact, ce serait quoi pour toi? Qu'est-ce que tu mettrais dedans en termes de valeur, de sens? Eh ben, ça, c'est hyper personnel en fait, parce qu'une carrière à impact, ça peut dire plein de choses en fonction de chaque personne. Pour moi, une carrière à impact, c'est une carrière où je me lève le matin et je me dis, je vais passer 8 heures aujourd'hui à essayer de travailler dans le sens de l'écologie parce que c'est quelque chose qui résonne pour moi. Mais demain, par exemple, dans notre promotion On Purpose, on était 13 ou 15, je ne sais plus, bref. Il y en a plein qui sont partis sur autre chose. Il y en a pour lesquels ça va être l'éducation. D'autres, ça va être le développement en Afrique. D'autres, ça va être encore autre chose. Enfin, il y en a qui sont vraiment partis sur des thématiques très sociales.
d'autres des thématiques très environnementales, d'autres c'est les deux. Enfin, il n'y a pas une thématique, c'est qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce qui a de l'impact pour vous. Et si ça en a, c'est votre carrière à impact à vous. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a peut-être une valeur commune qui rassemble toutes ces personnes qui ont envie de faire quelque chose finalement? C'est de laisser un monde qui est un peu meilleur que celui dans lequel on est né, quoi. Je pense que c'est surtout ça. Et ça, encore une fois, il faut que ça vous parle dans votre cœur à vous. Moi, je ne pourrais pas travailler sur un sujet qui n'est pas écologique. Enfin, quand je vois l'état de la planète, que j'allume ma télé, que je vois tout ce qui se passe, je ne pourrais pas passer 1 minute de mon temps à faire autre chose parce que ça résonne trop fort chez moi. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, ça va être moins sensible et que pour eux, ça va être l'éducation des filles ou les gens qui sortent de prison. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est le côté de laisser un monde qui est meilleur que celui qu'on a trouvé. Oh, c'est beau. Ouais, enfin non, mais je pense que c'est exactement d'ailleurs la définition du développement durable, tout à fait. Malik, n'hésite pas hein, si tu Oui. veux. Effectivement, moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est juste que c'est vrai que dans la carrière d'une personne, il y a quelque chose qui est très important et je pense que par rapport à l'expérience que tu nous as décrite, c'est la passion et la sensibilité que vous avez envers une cause sociale. Et je pense que vu ton parcours, vous avez eu plein de compétences que vous avez acquises, soit dans des entreprises privées, et au final, vous retrouvez dans une association et vous exercez un métier qui vous plaise et qui était, comme on peut dire au début, le métier que vous voulez faire. Comment vous allez faire le lien, toutes les compétences que vous avez acquises dans le privé ou dans d'autres activités et comment vous pensez que concrètement, ça a eu un impact très positif sur votre cause personnelle qui vous tient à cœur, c'est-à-dire laisser un monde meilleur? Moi, vous voulez dire? Oui, effectivement, ouais. En fait, je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lister toutes les compétences que j'avais en me disant, bon, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de la com, je suis une bonne gestionnaire, donc je sais m'organiser, je sais faire un budget, je sais faire un planning, etc. Concrètement, ces choses-là, si je mets ces compétences bout à bout, c'est quel type de métier qu'il y a derrière? Après, je ne sais pas trop le profil des étudiants qui sont dans votre asso, mais du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des compétences juridiques ou des compétences. Moi, avec mes compétences d'école de commerce, du coup, c'était vraiment très gestion de projet. Moi, je n'étais pas très finance, par exemple. Ce n'était pas un truc gestion non plus. Enfin, je suis une bonne gestionnaire dans le sens où je sais bien m'organiser, mais je ne sais pas faire du contrôle de gestion, par exemple. Et donc, j'ai essayé de lister un peu mes compétences, de voir quel métier ça pourrait recouvrir. Et ensuite, quand je vais voir les structures qui m'intéressent, que ce soit des entreprises sociales ou que ce soit des associations, je regarde le type de métier dont elles ont besoin et je me dis où est-ce que ça match en fait. Quel endroit est-ce que ce que moi je sais faire, ça peut rencontrer leurs besoins à elles. Et il y a un exercice qui est hyper bien à faire comme ça qui s'appelle l'ikigai. Vous pouvez regarder sur internet. Ikigai, c'est un terme japonais. Je vais vous l'écrire dans le chat. Et en fait, ça permet de faire le lien entre ce que vous savez faire vous, ce que vous avez envie de faire et ce dont le monde a besoin. Que vous pouvez aussi savoir faire quelque chose et avoir très envie de le faire, mais qu'en fait, personne n'en ait besoin. Donc ça, c'est un peu embêtant parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient prêts à vous payer un salaire pour ce que vous avez à faire. Après, vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui veut vous donner un salaire pour faire quelque chose que vous savez faire, mais que ça ne vous plaise pas. Donc voilà, en fait, ce qui est dur, c'est d'arriver à trouver quelque chose que vous savez faire, qui vous plaît et pour lequel il y a quelqu'un qui est prêt à vous donner un salaire. Donc ça, c'est à vous de faire un petit exercice. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a plein de Canva et de templates pour réfléchir à tout ça. Et vous faites la liste, quoi. Il ne faut surtout pas s'interdire de rêver. Et vous faites la liste et tout ce sera peut-être pas possible et vous trouverez peut-être pas le job de vos rêves du premier coup. Moi, je ne l'ai pas trouvé du premier coup. Mais après, quand on l'a trouvé, ça vaut le coup, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, là, je rebondis sur ta chute. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas trouvé ton premier job au premier coup. Comment ça s'est passé en fait finalement? Est-ce que ça a été difficile le post-diplôme? Tu as dû faire peut-être, je sais pas, des formations ou plus de stages ou plus de bénévolat, je sais pas. Comment ça s'est passé concrètement, cette transition?
Et Tu veux dire peut-être la même, transition de mon job d'avant à mon job maintenant? C'est-à-dire, non, quand tu as fini tes études et que Hmm. peut-être que tu t'es rendu compte que tu n'as pas envie de travailler juste pour travailler, tu as envie de servir une cause, comment cette transition, elle s'est faite? Ben, en fait, dans mon master, je devais faire un stage et j'ai été prise donc, dans ma boîte qui s'appelait Enablon. Et en fait, c'était quand même, enfin, moi, je considère que c'était quand même un job à impact, même si c'était moins impactant que ce que je fais aujourd'hui. Je bossais quand même tous les jours sur des enjeux sociaux et environnementaux. C'est juste que c'était moins concret qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, concrètement, je travaille pour aider des fermes à lancer leurs projets, à le pérenniser, à se former, à trouver du financement. Donc, c'est très concret. Je vois l'impact de mon travail tous les jours et je travaille sur des thématiques qui sont vraiment bah, voilà, très concrètes. Quand je travaillais chez Enablon, c'était différent parce que mes interlocuteurs, c'est des directeurs développement durable de grosses structures. Donc, en fait, je ne voyais pas mon impact. Moi, mon rôle, c'était de bosser sur des logiciels qu'on allait vendre à ces gens-là pour qu'eux puissent piloter les activités de leur entreprise. Donc, c'était quand même hyper intéressant. Et moi, j'ai adoré, sinon, je ne serais pas restée pendant 6 ans là-bas. C'était vraiment génial. C'est juste qu'à un moment, j'allais pas faire 40 ans dans cette boîte-là et j'avais envie de bosser pour une ONG et j'avais envie de bosser sur la thématique de l'agriculture. Et donc, c'était juste, j'avais fait mon temps là-bas. Mais moi, je considère que c'était quand même un job à impact. D'accord. Malik, tu voulais rebondir oui, sur quelque chose? peut-être je vais revenir sur un point qui va peut-être intéresser beaucoup d'entre nous ou les gens qui vont nous regarder. Parce que souvent, il y a des périodes de cassure, en fait, je peux dire. C'est-à-dire que vous cherchez un travail, vous n'arrivez pas à trouver le travail que vous voulez faire, que vous voulez faire dans votre vie. Est-ce qu'il y avait des périodes de rupture ou il y avait des périodes où vous vous remettez en cause? Est-ce que c'est pas un échec ou autre? Je pense que c'est des situations qui arrivent souvent à beaucoup de gens. Donc, est-ce que ça vous est arrivé pour... Bah ouais, carrément. Ah, et si vous saviez le nombre de fois où j'ai appelé mes copines en pleurs en disant j'y arriverai jamais. Non, mais clairement, hein. Enfin, bien sûr. Enfin, c'est normal. Enfin, tout le monde a des moments de découragement. Il y a des jobs où et même, enfin, même encore il y a quelques années, enfin, il y avait des jobs où je postulais et je suis arrivée troisième sur 150 candidats. Enfin, j'avais trop les boules, quoi. Puisqu'il n'y a pas il y a pas de médaille de bronze dans ces cas-là. Enfin, on a juste le droit de rentrer chez nous et de rien faire, quoi. Donc, bien sûr, je me souviens de quand j'étais chez Nablon, j'avais envie de bosser pour une ONG, j'envoyais des CV, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Je me souviens une fois, j'ai pleuré dans les bras de mon ancien manager en lui disant que j'arriverais jamais. Et en fait, maintenant, ça fait 4 ans que j'ai un job que j'adore. Donc, ça me fait rire, quoi. Mais bien, en fait, il faut se dire qu'on a tous des moments de découragement et qu'on a tous des moments où on se dit, je ne vais pas y arriver. Et dans ces cas-là, il faut se dire que ça arrive à tout le monde et essayer de prendre contact avec des gens qui ont fait ce chemin-là avant pour avoir des conseils et la vie est longue. Donc, franchement, il faut suivre ses rêves et si vous avez envie d'aller dans une carrière comme ça, il ne faut surtout pas hésiter. Il y a un conseil que je donne aussi qui est hyper important, c'est de travailler son réseau. Maintenant, on a plein d'outils, on n'a plus d'excuses pour ne pas travailler son réseau. Il y a LinkedIn, vous pouvez ajouter plein de gens sur LinkedIn, vous pouvez vous former, il y a des MOOC gratuits en ligne, vous pouvez monter en compétence sur plein de sujets. On a Internet, vous avez des bouquins. Franchement, il y a plein de webinaires toutes les semaines sur des sujets comme ça. Il y a plein de cabinets qui se spécialisent de plus en plus dans les carrières à impact. Il y a des événements sur Paris ou même partout en France tout le temps. Donc vraiment, allez-y à fond, quoi. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment pas impossible et c'est pas si dur que ça. Ouais. Et du coup, est-ce que avant d'atterrir dans ton premier poste, tu connaissais déjà la RSE, enfin les questions qui sont liées au développement, enfin comment ça s'est passé? T'as complètement plongé dans un nouvel environnement, Ah j'imagine. bah oui, Oui. mais vous savez, en fait, on a l'impression qu'on apprend tout à l'école, mais pas du tout. En fait, à l'école, on n'apprend rien, on apprend tout sur le terrain quand on est en entreprise. Moi, je pense que dans tout ce que je fais tous les jours, j'ai rien appris à l'école. Non, mais c'est vrai. Enfin, on apprend les bases un peu, mais en fait, on se forme sur le terrain. Et donc, non, la RSE, j'avais dû avoir 8 heures de cours sur la RSE dans ma vie pendant mon master, et c'est tout. Et du coup, en fait, ça se fait progressivement. Je suis arrivée, j'étais stagiaire.
j'étais chargée de gérer les réseaux sociaux et c'était un petit peu proche du journalisme. En fait, j'écrivais des articles tous les jours et j'avais de la chance parce que j'avais un manager qui m'avait laissé carte blanche et donc j'épluchais la presse et je choisissais un sujet. Donc, en lien avec des thématiques sociales et environnementales. Et tous les jours, je devais écrire 1 ou 2 articles sujet pour alimenter une plateforme. Bon, bref, je ne vais pas revenir sur tout. Mais du coup, j'ai beaucoup lu, en fait, pendant peut-être 1 an. Tous les jours, je lisais et j'écrivais des articles. Et du coup, ça m'a forgé une grosse culture sur le sujet. Et ensuite, voilà, petit à petit, pendant 6 ans, à lire des bouquins, à faire des réunions, à rencontrer des directeurs développement durable, à aller à des événements, à lire la presse pendant 1 heure ou 2 tous les matins, et on se forme, tout simplement. Okay. Ouais. Après, je suis pas une spécialiste, hein. Ça fait 5 ans que j'ai quitté ma boîte, donc je serais incapable de dire quoi que ce soit sur la RSE. Enfin, je connais les grandes lignes, mais en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que le développement durable, ça veut tout et rien dire. Il y a tellement de sujets et de sous-sujets et de sous-sous-sujets que, en plus que vous travaillez pour une entreprise, par exemple, dans le développement durable, que ce soit une entreprise dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, dans l'eau ou dans les déchets, les domaines d'expertise sont très, très différents. Donc, eux, il y a des compétences qui sont très transversales. Le commercial, le marketing, la com, la gestion, ça, c'est transversal. Mais après, il y a des thématiques qui sont très spécifiques. Par exemple, pour travailler dans la RSE d'une boîte, très souvent, vous regarderez, c'est des agronomes. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des compétences professionnelles et techniques qui sont plus pointues que ce que nous, on voit en école de commerce. Donc, l'industrie dans laquelle vous allez travailler, c'est aussi hyper important. Tout à fait. Malik, tu voulais dire quelque chose, je crois. Tout à l'heure, tu avais dit au début de ta carrière, tu étais parti aux États-Unis et en Chine. Est-ce que le fait de découvrir d'autres réalités socio-culturelles, ça a une influence sur ton engagement envers les ODD ou bien envers les questions environnementales? Ouais, je pense. Parce que, après, moi, je viens d'une famille très multiculturelle avec des parents qui ont beaucoup voyagé, un père qui a vécu à l'étranger et tout. Donc, je pense que ça m'a vachement aidée d'avoir une ouverture sur le monde, l'envie de voir autre chose et de savoir qu'en France, j'avais de la chance et que tout le monde n'avait pas cette chance-là dans le monde. Ouais, clairement, je pense que quand on vit en Asie, en Afrique, ça donne une ouverture sur le monde où après, quand on rentre en France, on a envie de contribuer à faire que ce soit meilleur pour d'autres personnes à l'autre bout du monde. Après, moi, j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Je raconte souvent que j'ai créé, quand j'étais à l'école primaire, j'avais créé le club nature en CM2 dans ma classe. J'étais toute seule dedans. Et du coup, j'ai toujours été hyper sensible à ça. Et donc, je pense que c'est un truc qui est dans chacun de nous. Mais oui, clairement, de vivre à l'étranger, ça ouvre des œillères. Après, il y a des gens qui vont vivre à l'étranger et qui vivent comme des expats entre Français et qui ne veulent pas voir les gens locaux. Donc, ça arrive aussi. Mais voilà, moi, je pense que oui, clairement, ça m'a aidé. Ouais. Et du coup, quand tu as fini, quand tu as arrêté, tu es passé du coup de Enablon, ton premier job, à On Purpose, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce que cette transition a été facile dans le sens où peut-être que ce que tu avais déjà appris dans ton premier job t'a vraiment facilité pour la suite ou tu as dû quand même rester un petit moment? Comment ça s'est passé cette transition-là? En fait, c'était un peu un saut dans l'inconnu, mais c'était pas tant en termes de compétences, c'était plus en termes de changement de vie. Parce qu'en fait, j'étais en CDI, j'étais bien payée, j'avais un boulot hyper confortable, j'étais pote avec plein de collègues, on était une grosse famille, on voyageait pas mal, on nous envoyait 2 semaines par an à Chicago, tout frais payé, c'était trop bien. Et là, j'ai tout plaqué, j'ai plaqué mon CDI pour un programme qui était en CDD. Donc, je n'étais pas sûre d'avoir quelque chose derrière. J'ai divisé mon salaire par 2,5. Et du coup, ça fait un peu bizarre, quoi. On se dit, oulala, c'est vrai que c'était... Le premier salaire, il fait un peu mal, quoi. Quand tu regardes ta première fiche de salaire, tu fais, ah oui, effectivement. mais je sais pas, en fait, après, moi, c'était pas si important que ça pour moi, mais
ouais, l'inconnu, se dire, bon, bah, dans un an, mon CDD, il s'arrête et si je trouve pas de boulot, je serai au chômage. Ça fait un peu peur. Et en même temps, bah, faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, on est en plus en France, je veux dire, au pire, on a le chômage, enfin, on n'est pas complètement abandonné, quoi. Donc, voilà. Et après, en termes de compétences, j'ai pas été trop dans le jus parce que, bon, bah, voilà, on est quand même sélectionné au sein de ce programme pour être des gens, on est assez réactifs, etc. Par contre, c'était plus en termes de savoir-être où, et en fait, il y a des cultures d'entreprise qui sont très différentes. Moi, j'étais dans une start-up qui avait beaucoup grossi. On était 250 personnes, donc on était une PME. Ça faisait 6 ans, c'était la seule boîte dans laquelle j'avais jamais bossé. Et donc, je suis arrivée dans une autre culture beaucoup plus jeune, beaucoup plus horizontale, avec presque pas de management. Et ça m'a plus déroutée en termes de savoir-être, en fait. Mais finalement, en quelques semaines, on se réhabitue et on arrive à se rendre compte des côtés positifs et négatifs de chacun des systèmes. Après, je suis allée chez Emmaüs, c'était encore autre chose. Donc, c'est vrai que le milieu associatif, le milieu de l'économie sociale et solidaire, c'est très particulier par rapport au secteur privé parce qu'il y a souvent des modèles de gouvernance et des modèles de management qui sont plus horizontaux et qui sont plus originaux, plus innovants. Mais c'est chouette aussi parce que ça permet d'expérimenter de nouvelles manières de faire et il y a des choses à prendre des deux côtés, quoi. Tout à fait. Et pourquoi donc ce choix qui était assez audacieux? Qu'est-ce qui a été à la base vraiment l'élément déclencheur pour que tu dises, allez, je me lance, peu importe ce que ça me coûte, je veux. C'était quoi? En fait, c'était la COP 21. Ah, ok. Non, mais alors, non, mais j'ai pas eu une révélation pour la COP parce que bon, bah voilà, de toute façon, je suis pas sûre que ça ait changé grand-chose la COP. Mais en parallèle de tout ce que je vous ai dit, depuis 2013, je fais partie de l'association d'Al Gore pour le climat. Al Gore, ouais. J'ai été bénévole pendant des années. Ensuite, j'ai coordonné la branche française de sa fondation pendant 4 ans. D'accord. Et donc, évidemment, Al Gore, il est venu à la COP. On avait un stand, donc j'ai été bénévole pendant une semaine sur le stand. Et je voulais couvrir l'événement pour ma boîte précédente. Et en fait, c'était pas trop possible parce que voilà, ça faisait pas partie de mes responsabilités de couvrir cet événement-là. Et en fait, quand j'ai eu un peu un électrochoc quand on m'a dit bon bah tu peux aller à la COP, mais il faut que tu poses des jours de vacances pour pouvoir y aller et passer du temps là-bas. Et en fait, je me suis dit putain, mais non, ça me fait chier. En fait, j'ai envie d'un boulot où on me dise tu vas à la COP parce que c'est ton boulot. En fait, j'ai envie que ce soit. J'ai pas envie de poser une semaine de vacances parce que j'ai envie d'aller à la COP, quoi. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit bon bah là il faut que je parte. Mais c'est pas du tout parce que j'aimais plus ma boîte ou quoi, parce que j'ai adoré ce que j'ai fait là-bas, j'ai énormément appris, je suis toujours hyper pote avec plein d'ex-collègues. Mais c'est plus voilà, j'avais fait mon temps, quoi. Malik, tu voulais rebondir sur Oui, je pense qu'on peut faire la transition pour nous parler un peu des activités de ferme à venir. Si on essaie de résumer un peu, je pense que vous avez quitté les bureaux pour aller sur le terrain, être plus proche des réalités du terrain. Et comment vous allez décrire cette expérience, en fait, l'expérience que vous vivez aujourd'hui avec des producteurs dont leurs actes, du moins, ont des impacts soit négatifs ou positifs sur l'environnement? Comment vous arrivez à faire ensemble ces activités? Moi, je suis pas du tout sur le terrain, en fait. Je suis désolée, mais je suis toujours dans les bureaux. D'accord. Parce que ça ne vous tente pas d'aller sur le terrain parce que l'agroécologie, souvent, c'est un travail d'action sur le terrain, surtout aller envers les producteurs et autres. Donc. Ouais, moi, je vais dire que je mets en place des programmes pour aider les producteurs sur le terrain. Si je devais vulgariser à l'extrême, ce serait un peu ça. Et donc, encore une fois, je mets un peu les compétences que j'ai de com, de gestionnaire, de coordination, de commercial pour aider les producteurs sur le terrain qui, eux, font tout le boulot, quoi. Enfin, moi, je suis pépère, qui pleuve, qui vente, qui neige. Moi, je suis dans mon petit bureau et ça va bien pour moi. Mais donc, ouais, on a plein de producteurs. On a des éleveurs, on a des maraîchers, des céréaliers, des apiculteurs. On a même des éleveurs d'escargots dans notre réseau. Ah. Et eux, essayent de faire une agriculture autrement. Et nous, chez Ferme d'Avenir, on essaye de tout mettre en place pour qu'ils puissent bien faire leur métier.
et que ça puisse faire des petits, entre guillemets. Comment est-ce qu'un agriculteur dans son coin qui essaye d'innover, de mettre en place des pratiques innovantes, de un, il puisse y arriver, construire un modèle durable, et surtout comment il peut essaimer son modèle et faire qu'il y ait des gens que ça inspire et qui ont envie de se lancer et bénéficier de ces clés de réussite. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait chez Ferme d'Avenir. Et donc, voilà, ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'accompagnement de porteurs de projets, de la formation, leur trouver des financements et aussi sensibiliser le grand public parce que derrière, il faut qu'il y ait des débouchés aussi et donc il faut que le grand public puisse changer ses pratiques de consommation. Et juste comment vous allez faire la transition entre la plupart des gens qui ont longtemps critiqué ceux qui sont assis devant leur bureau et qui proposent souvent des solutions nouvelles sans être allés sur le terrain. Moi, je leur dirais qu'on est tous complémentaires. Ouais. Parce que clairement, moi, je n'ai pas la légitimité pour donner des cours à un agriculteur ou à un agronome sur ce qu'il doit faire. Par contre, ce n'est pas les agriculteurs qui vont faire la meilleure com du monde, quoi. Donc, en fait, on est tous complémentaires. Et donc, voilà, on a tous des choses à s'apprendre. Et agriculteur, c'est quand même un métier où il faut être hyper polyvalent. Enfin, donc voilà. Enfin, on est complémentaires et je pense qu'il y en a certains qui ont besoin d'associations comme Ferme d'Avenir. Et donc, moi, j'essaye de... Il ne faut pas arriver non plus en donnant l'impression qu'on a tout révolutionné et qu'on va leur apprendre leur métier, parce que c'est pas ça. Mais ouais, voilà, je pense qu'il faut de l'humilité et de la complémentarité. Je pense que c'est principalement ça. Du coup, ça ne doit pas être simple par rapport à ton job. C'est un travail de coordination, j'imagine, avec les fermiers et les hommes de terrain qui... Ouais, après, moi, je pilote personne sur le terrain, c'est-à-dire que, en fait, on est un réseau. Donc, en fait, moi, mon travail, ça va plutôt consister, c'est presque plus du marketing. Genre, quels besoins les fermes de notre réseau, elles ont. C'est-à-dire que c'est toutes des fermes indépendantes. Hein. Elles font ce qu'elles veulent dans leur coin. Il y en a, on leur parle une fois par an, quoi. Et donc, elles sont dans leur coin, elles font leurs projets. Et nous, on est plus en mode, bon, bah, c'est quoi à quelles difficultés elles font face, quels services elles pourraient avoir besoin. Et nous, du coup, comment on construit un programme en face de ça pour résoudre ce problème-là. Comment on va chercher des sous pour financer ce programme-là. Ensuite, faire opérationnellement le programme. Et c'est purement du marketing, en fait. D'accord. Et moi, je pilote aucune personne sur le terrain. Enfin, on est vraiment indépendant. On va plus être là en coup de pouce pour voilà, les aider dans certaines de leurs problématiques. D'accord. Qui sont liées à la communication ou à d'autres trucs. Ça peut être lié à plein de choses. Enfin, là, par exemple, on fait de la mise en réseau. C'est-à-dire qu'on a créé une cartographie sur laquelle on a mis toutes les fermes de notre réseau. Donc ça, c'est un peu effectivement de la com, parce que du coup, ça leur permet d'être dénichés par des journalistes ou par des consommateurs. On fait de l'accompagnement. On a ouvert un guichet téléphonique pour que les porteurs de projets qui se posent des questions sur, voilà, je veux monter une ferme, mais j'ai telle ou telle question, telle ou telle problématique, je ne sais pas comment faire, ils puissent passer un coup de fil et avoir accès à du conseil de qualité gratuitement. Donc, clairement, il faut monter tout ce projet-là, il faut aller chercher des sous pour financer le temps des personnes de notre équipe qui passent à répondre au téléphone, très concrètement. Là, on est en train de mettre en place un système de congé solidaire, c'est-à-dire qu'un salarié qui demain voudrait poser 15 jours de vacances pour aller aider une ferme pour refaire son site internet ou pour remettre en place sa stratégie de commercialisation, il puisse le faire. Donc ça, c'est vraiment génial parce que les fermes, elles ont besoin de gens pour parfois des petites missions ponctuelles comme ça. Elles n'ont pas toujours les compétences. Là, s'il y a des bonnes volontés de gens qui ont envie de dire, tiens, moi, je mettrais bien 15 jours à disposition d'un projet qui a du sens. Voilà, ce besoin-là, il faut le budgéter, le construire, faire la mise en relation opérationnelle entre les bonnes volontés et les fermes. Voilà, il y a tout un travail de coordination, de financement. Et donc voilà, c'est un peu des projets comme ça qu'on met sur place. Alors, on a une question de Omar Diédiou qui dit « La reconversion professionnelle est avant tout une prise de risque.
tout en sachant qu'on sort de sa zone de confort. Et sa question, c'est, dans le contexte familial notamment, quels sont les leviers qui permettent de convaincre plus facilement son entourage sur sa vision? Je sais pas si, Après, ça dépend si vous avez un entourage plutôt bienveillant ou pas sur le sujet. Moi, j'avais de la chance, j'avais un entourage qui était plutôt bienveillant, qui comprenait. J'étais en couple, donc ça m'a facilité aussi la vie. Parce que si j'ai pu diviser mon salaire par 2,5, c'est aussi parce que j'avais à l'époque un copain qui pouvait me aider là-dessus. Qui pouvait assurer les factures du foyer. Voilà. Après, j'ai des amis aussi qui l'ont fait, qui étaient célibataires. Donc voilà, c'est possible. Pour convaincre votre famille ou vos proches, je pense que s'ils vous connaissent et qu'ils savent que c'est quelque chose qui résonne fort en vous, ils le comprendront. Après, s'ils ne le comprennent pas, après, c'est un choix que vous avez à faire de est-ce que vous suivez votre chemin de vie malgré le fait qu'il y ait des gens qui ne vous comprennent pas ou pas. Moi, j'ai envie de dire que, il faut toujours suivre son intuition. Mais après, c'est vrai que si on est en couple, c'est hyper important d'avoir sa moitié qui croit en notre projet et qui nous soutient, quoi. Enfin, ça, c'est clair. Effectivement. Oui, Malik, si tu veux. Oui. Je vais continuer sur la même lancée. Aujourd'hui, le développement durable est utilisé par beaucoup de médias. Et les jeunes sont un peu informés de toutes les actions qu'on peut faire avec les ODD. Et concrètement, pour certaines jeunes qui veulent donner un sens professionnel à venir dans les ODD, quels sont les types d'activités qui sont possibles à faire à part le marketing ou la communication? Donc, plein de trucs. Encore une fois, ça dépend vraiment du type de métier du type d'industrie ou de secteur que vous voulez faire. Mais il y a besoin de toutes les compétences, en fait. Enfin, il y a des avocats en droit de l'environnement, il y a des juristes en environnement. Moi, là, du coup, je parle de mes compétences école de commerce, mais il y a besoin de finances responsables, il y a besoin effectivement, moi, c'est marketing, com et commercial, mais vous pouvez être agronome et contribuer à la transition. Vous pouvez être ingénieur et contribuer à la transition. Enfin, en fait, tous les métiers. Vous pouvez être restaurateur demain et lancer un restaurant zéro déchet. Enfin, il n'y a pas de compétences. On peut tout faire et réorienter toutes les. Vous pouvez travailler dans la mode aussi et faire, je sais pas, une ligne de vêtements. Enfin, vraiment, il n'y a pas de compétences en fait. Et juste pour compléter aussi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour un jeune d'intégrer une association comme volontaire pour travailler sur des questions de développement durable, pour mieux définir son projet professionnel, par exemple? Est-ce que c'est un atout pour un jeune d'intégrer une association pour faire du bénévolat? Ouais, carrément. Ça, c'est mon deuxième conseil. Clairement, il faut faire du bénévolat, il faut s'impliquer pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, ce serait dommage que vous arriviez à un entretien et qu'on vous dise « Ah bon, vous voulez travailler dans le développement durable ?» mais genre, il n'y a rien dans votre CV qui le démontre. Donc ça, déjà, faire une expérience de bénévolat, ça le démontre. Ça vous permet d'aider des gens, donc c'est génial. Ça vous permet de vous faire un réseau, de tester un sujet aussi, puisque vous allez peut-être vous rendre compte que, en fait, non, l'éducation, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plus l'insertion ou c'est plus la cause animale, j'en sais rien. Ça peut être tout ce qu'on veut. Mais ouais, il faut tester, quoi. Moi, c'est aussi pour ça que j'avais fait ma mission humanitaire au Ghana. C'était pour tester, quoi. Ouais. Pour faire des expériences et clairement, c'est hyper important. D'ailleurs, par rapport à ton parcours, il y a quand même pas mal de bénévolat que tu as déjà fait, notamment pour le Climate Reality Project d'Algor, pendant 4 ans, je pense. Comment tu es parvenu à gérer tout ça, ton travail de bénévolat avec les autres, avec aussi ta vie personnelle et aussi les autres projets à côté? Comment ça s'est fait finalement? Parce que j'avais pas d'enfant à l'époque. C'était plus facile. Pardon? J'ai dit ça fait moins de charges, mais bon. C'est ça, exactement. Ouais, donc déjà, j'avais des grosses journées et je bossais un peu le week-end, mais en fait, quand c'est une passion, c'est pas du boulot. Mais après, c'était du bénévolat, mais je travaillais pas 10 heures par semaine par bénévolat. C'était peut-être
y avait des périodes où je ne bossais pas dessus pendant 3 semaines et après, je bossais dessus pendant tout un week-end. C'était très variable. J'avais au moins toujours 1 heure la semaine, une petite heure à bosser pour l'asso. Mais voilà, ce n'était pas non plus la mer à boire. Et sinon, bah voilà, avant d'avoir des enfants, on a quand même du temps. Enfin, moi, j'avais pas trop d'autres, enfin, à part voir mes potes, j'avais pas trop d'autres activités à côté. Donc ça va, quoi. Quand on a 25 ans, on a quand même le temps de faire ces trucs-là. Maintenant que j'ai 2 enfants, oui, c'est plus compliqué. Du coup, j'ai arrêté mon activité bénévole justement parce que j'arrivais plus à faire front. Et donc, voilà, maintenant, je fais plus que Ferme d'Avenir, plus mes enfants, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà, profitez-en quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas d'enfants. Donc, il faut profiter pour aider quand on peut avant de se caser. Malik, vous voulez rebondir sur autre chose? Moi, c'était juste, je voulais vous mettre je voulais vous faire 2 propositions et peut-être votre choix aussi va guider les gens qui vont nous suivre à faire une orientation parce que souvent on dit que réussir sa vie professionnelle, c'est avoir un boulot et gagner beaucoup d'argent. Ou réussir sa vie professionnelle, c'est avoir un boulot qui vous passionne et que vous avez un impact positif sur la vie des gens. Lesquels vous préférez sur les 2? Je sais que vous avez fait votre choix, mais peut-être ça va guider les gens. Moi, c'est la thune, clairement. Ou les 2? J'ai envie de dire les 2. Ah bah, si vous pouvez avoir les 2. Hein. Non, mais c'est une question de valeur aussi. Enfin, on est dans une société où on réfléchit à... Enfin, si on parle d'impact écologique, il faut aussi réfléchir à toute cette notion de sobriété. À quoi ça sert de gagner 3 000 € net par mois si dans tous les cas, on est dans une logique de sobriété? Ça ne veut rien dire. Donc, moi, je n'ai pas fait ce choix-là de l'argent, c'est clair. Enfin, je pense que mes potes de l'ESSEC qui doivent gagner 2 à 3 fois plus que moi actuellement. Après, je m'en fous. Enfin, après, je ne suis pas pauvre non plus. Enfin, je vis bien, j'ai ce qu'il me faut. Et on pourrait me proposer, et c'est déjà arrivé qu'on me propose des jobs mieux payés, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que me lever le matin et d'être toute excitée pour aller au travail, je trouve que ça n'a pas de prix. Ouais, les conditions de travail, ça joue beaucoup également. Les relations sociales qu'on a avec les collègues, et avec supérieurs, c'est hyper important, je pense. Et il n'y a pas de prix, j'ai envie de dire. Ça, c'est clair. Après, ça, c'est très variable parce qu'il y a des assos où ça ne se passe pas bien. Il faut aussi en avoir conscience. C'est pas le monde des bisounours, le monde des associations. Il y a aussi beaucoup de très mauvais managers, de gens qui ne savent pas gérer l'humain, bizarrement. Et donc, voilà, ça arrive. Moi, j'ai plein d'exemples dans ma promo en Purpose de gens avec qui ça ne se passait pas bien dans leur asso, etc. Donc, il ne faut pas avoir une vision idyllique là-dessus. Il faut être lucide. Après, si vous êtes dans une asso qui est toxique ou ça ne se passe pas bien, vous pouvez partir aussi. Voilà, chaque cas est différent. Moi, là, j'ai trouvé une asso où ça se passe hyper bien, où je suis très épanouie. J'ai des collègues en or. Donc, ouais, c'est clair, ça n'a pas de prix. Mais après, sur la valeur de la réussite, c'est propre à chacun. Enfin, vous pouvez taper citation réussite dans Google Images, vous allez avoir plein de citations hyper niaises. mais bon, c'est la réussite, c'est chacun qui se la fait. Moi, je la fais probablement pas comme plein d'autres gens, mais ça, c'est très, très personnel. Ouais, c'est comme Bayrou qui disait la semaine dernière, être riche, c'est avoir 4 000 € par mois, un truc comme ça. Non, c'était la classe moyenne. La classe moyenne, c'est d'avoir 4 000 €. Mais oui, non, un truc comme ça. On va pas ouvrir un débat politique là-dessus. Moi, je sais même pas c'est quoi le salaire médian en France. Oui, voilà. Mais bon, en fait, c'est très personnel. C'est la vision de la vie de chacun. Après, je pense que si vous vous êtes inscrit dans ce webinaire, c'est que c'est pas pour parce que vous avez envie de devenir riche, quoi. Encore une fois, il faut non plus. Enfin, moi, je gagne pas le SMIC non plus. Je gagne plus. J'ai aussi un crédit sur le dos parce que j'ai acheté une maison. J'ai 2 enfants à nourrir. Enfin, voilà, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Enfin, clairement. Demain, on me proposera un boulot payé 1 000 € de moins que ce que je gagne maintenant. Je le prendrai pas parce que j'ai des charges, j'ai des factures et il faut juste trouver le juste milieu, quoi. Ouais, je pense que c'est très personnel. Hein. Ça dépend des uns et des autres. Tout exactement. Et est-ce que aussi la recherche de la notion de liberté d'expression et de création aussi ne pousse pas certains gens à vouloir quitter le milieu privé pour
aller dans les associations? Parce que c'est là où vous avez plus de liberté pour s'exprimer et mettre en œuvre. Franchement, je pense pas. Je pense que c'est une question de culture parce qu'il y a des entreprises. Moi, je me sentais très libre de m'exprimer dans mon ancienne boîte chez Enablon. Je tenais même un blog à mon nom. Je pouvais signer des papiers en mon nom. Je tweetais en mon nom. J'étais très libre. On avait un management hyper à l'anglo-saxonne. On tutoyait le PDG. Enfin, c'était très cool. Et il y a des assos où ça se passe pas aussi bien. Donc, en fait, je pense que ce n'est pas une question d'asso ou d'entreprise privée, c'est vraiment une question de culture. De culture. Ouais. Ok, merci. Alors, Malik, tu veux prendre, il y a une question. Oui, il y a une question, je pense, qui vient de Baïsidi Diop. Il a dit qu'il est ingénieur en développement durable et management de l'environnement. Et il aimerait avoir des conseils pour faire trouver un travail à impact. Donc voilà, je pense que ça résume ça. C'est une question qui résume un peu tout ce qu'on le débat même. Eh ben, déjà, il y a de plus en plus de cabinets de recrutement qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des sites internet aussi avec que des annonces là-dedans. Après, je pense déjà il faut affiner ton secteur professionnel parce que ingénieur, tu peux être ingénieur dans plein de thématiques différentes. C'est ingénieur quoi et qu'est-ce qui te tente? Il faut faire le point sur est-ce que tu veux travailler dans les déchets, dans l'énergie, enfin il y a plein de sujets. Est-ce que tu es ingénieur agronome? Enfin, j'en sais rien. Donc ça peut être plein de choses différentes. Donc il faut que tu cibles une industrie qui t'intéresse. Ensuite, tu vas sur les sites, tu postules, tu vas dans des cabinets de recrutement, tu laisses ton CV dans la CV Tech. Et puis après, si tu as le job de rêve, une boîte ou un type de boîte que tu rêves de rejoindre, il ne faut pas hésiter à ajouter les gens sur LinkedIn, leur envoyer des petits mails, demander à déjeuner avec les gens. Moi, j'avais une règle que je ne fais plus trop maintenant depuis qu'il y a le confinement et depuis que je suis maman. Mais pendant des années, je me suis imposée de faire un rendez-vous par semaine avec quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est quelqu'un que je contactais sur LinkedIn et je proposais d'aller boire un café ou de déjeuner. Et je me suis fait un réseau de malades comme ça. Toutes les semaines, ça changeait. Enfin, en plus, c'est hyper facile avec LinkedIn. Alors, au début, quand on ne connaît pas trop les gens, on galère un peu. Et en fait, ça se fait très vite. Et puis finalement, après, on tire la pelote de laine, quoi. Telle personne nous parle de telle personne, nous parle de telle personne. Et pendant un moment, après, quand on le fait industrie, enfin, notamment dans la RSE, je connaissais vraiment pas mal de monde sur Paris à force de faire ça. Pareil, là, c'est un peu plus compliqué depuis un an avec le Covid et tout, mais c'est une super bonne technique de proposer d'aller boire un verre ou de faire des déj pour se construire un réseau. Ouais. Et tout simplement d'avoir un rendez-vous téléphonique pour échanger assez rapidement. Avec webinaire. Ouais, mais c'est vrai que moi, ça, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent pour des rendez-vous téléphoniques. Et en fait, des fois, c'est un peu fatigant parce qu'il y en a trop. Enfin, moi, je sais que j'en ai au moins 1 ou 2 par semaine et j'ai pas le temps, en fait, de faire 2 rendez-vous par semaine téléphoniques avec des étudiants qui se posent des questions. Enfin, sinon, j'y passerais ma vie. Et du coup, c'est vrai que le côté se voir en vrai, ça permet de nouer une relation qui est différente. En plus, on est sur l'heure du déjeuner, donc c'est plus facile. C'est différent. Ouais. Et voilà, essayez de bien cibler en fait les personnes que vous voulez interviewer et demander aussi des conseils qui sont liés à votre industrie, à ce que vous voulez faire. Vous trouvez quelqu'un qui a la carrière dont vous rêvez et vous lui écrivez en lui disant bah voilà, ça m'inspire vachement. J'aimerais bien faire ça, je voudrais des conseils ou des retours d'expérience. Plus que de prendre quelqu'un au hasard sur LinkedIn comme ça. Oui, bien sûr. Et tout à l'heure, tu avais parlé d'un concept qui, à mon avis, est très intéressant pour tous les jeunes qui recherchent de l'emploi dans le domaine du développement durable, vu que c'est un concept qui est trop large. Et vous avez parlé de personnaliser votre CV. Et quel conseil donnerez-vous à tous ces jeunes qui cherchent de l'emploi dans le cadre du développement durable et qui n'arrivent pas à trouver leur point de Eh bien, déjà, petite astuce, vous pouvez aller sur le logiciel en ligne qui s'appelle Canva. C-A-N-V-A. C'est un outil de graphisme en ligne qui est hyper facile à utiliser et qui fait des supports canons. Et ils ont plein de templates de CV qui sont hyper beaux.
Donc déjà, allez faire votre CV là-dessus parce que vous allez avoir des modèles de CV qui sont canons et qui vous feront sortir du lot. Parce que les vieux CV tout pourris que tout le monde a vu 15 000 fois, ça ne va pas vous aider à vous démarquer. Donc déjà, ça, c'est pour la forme. Pour le fond, des fois, il faut juste aller à l'essentiel. Je vois des fois des gens qui mettent beaucoup trop d'informations sur leur CV. Et donc, il n'y a pas besoin d'en mettre des tartines. Et aussi, voilà, c'est ce que je disais, il faut essayer d'ajouter une patte sur votre CV ou tout ce que vous pouvez rajouter qui a trait au développement durable, vous le mettez, quoi. Si c'est vous êtes d'origine sénégalaise comme vous deux, et ben vous rajoutez que vous avez fait des voyages, que vous avez peut-être fait des activités associatives au Sénégal, j'en sais rien, que vous êtes actif sur une association comme là en ce moment qui organise le webinaire. Enfin, il y a plein de choses en fait que vous pouvez rajouter vos voyages, vos lectures. Il y a beaucoup d'associations. Il y a le Shift Project, la fresque du climat par exemple, sur tout ce qui est thématique environnementale. Il y a plein d'associations de coopération nord-sud. Enfin, sur tous les sujets, il y a des opportunités de bénévolat. Vous pouvez rajouter vos MOOC aussi. Faire des MOOC, c'est hyper important parce que vous montez en compétences et puis c'est aussi des lignes que vous rajoutez dans la partie éducation de votre CV. Ça, c'est hyper important. Franchement, il y a plein de choses. Moi, du coup, j'ai rajouté ma thèse, j'ai rajouté ma mission de volontariat au Ghana, j'ai rajouté mon bénévolat, j'ai rajouté une formation que j'ai faite. J'avais fait une petite formation courte au Muséum d'Histoire Naturelle, j'ai rajouté ça. Enfin, c'est plein de petites touches qui permettent de donner une couleur à votre CV. Ouais. Merci. Je pense que c'est très intéressant pour la plupart des gens qui nous regardent, et même pour nous aussi. Ouais. Cool. Bon, alors vous m'enverrez vos CV, moi je les relis. Ça marche. Et Marion, moi, j'ai peut-être une dernière question, si Malik n'en a pas avant qu'on écoute le public. De tout ce que tu as pu faire jusque-là, qu'est-ce que tu as le plus adoré faire? Il y a 2 trucs. Un, c'est voyager. Parce que vivre à l'étranger, c'est le rêve de ma vie et j'ai adoré traverser la Chine en sac à dos et j'ai adoré vivre aux États-Unis et j'ai adoré partir au Ghana. Et ça, c'est l'ouverture sur le monde, rencontrer d'autres cultures, rencontrer des gens qui ne vivent pas pareil, s'immerger dans un environnement où on est complètement étranger. Et moi, j'adore, mais ça, c'est très personnel. Mais c'était magique. Et sinon, professionnellement, le meilleur boulot que j'ai eu, c'est Ferme d'Avenir. J'adore parce que c'est une thématique qui me touche beaucoup, qui est proche aussi des projets de vie que j'ai pour après, ça me touche en fait parce que c'est lié aussi à l'aspect de l'alimentation. Moi, je viens d'une famille de restaurateurs, donc on aime bien manger. Et en fait, l'alimentation, ça commence dans les champs. Donc voilà, c'est très lié à ça. Ça me touche parce que c'est aussi comme ça qu'on préserve les écosystèmes. Enfin, les enjeux écologiques liés à l'agriculture sont immenses et c'est une voie d'avenir aussi pour lutter contre le changement climatique, la biodiversité, l'eau. Donc, c'est vraiment un sujet central. Et donc, en fait, maintenant que je bosse là-dedans, je ne pourrais pas revenir en arrière et me mettre à bosser sur une thématique d'énergie ou dans une asso sur l'eau et tout. Enfin, je pense que je suis bien là où je suis et aussi, mais après, c'est très lié à Ferme d'Avenir. J'aime beaucoup cet asso parce que je trouve qu'on a une approche qui est très entrepreneuriale. En fait, on a les valeurs d'une association, c'est-à-dire qu'on va faire du plaidoyer, on a vraiment un côté très militant. On met aussi en place des projets de terrain. On lance des fermes, on met des projets, on va sur le terrain, on va sur des fermes, on a un programme notamment, on place des réfugiés sur des fermes. Et en fait, moi, j'aime bien avoir des projets de terrain et voir des choses concrètes qui se mettent en place. Et juste rédiger un plaidoyer dans mon coin et faire signer des pétitions. Ça me saoulerait en fait de bosser pour une asso comme ça. J'ai envie de voir des choses concrètes qui se mettent en place. Et ça, c'est très lié à la personnalité du fondateur de Ferme d'Avenir qui est comme ça et qui fait qu'il a créé une association qui est hyper riche et qui a vraiment plusieurs visages. Et ça, c'est hyper agréable. Intéressant. Malik, tu voulais poser une question? Peut-être moi, ça va être la dernière question, mais c'est
c'est juste par rapport aujourd'hui, on voit qu'en France, on parle de plus en plus de la détresse des agriculteurs, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde aujourd'hui. On le voit avec des suicides. Est-ce que vous, Oui. avec des suicides surtout, effectivement. Et selon vous, les actions que vous menez à travers votre ferme, quel est le regard que vous pouvez faire par rapport à cette détresse que les agriculteurs ont longtemps eue? Est-ce que la transition vers l'agroécologie aujourd'hui est la solution pour sortir ces agriculteurs de la détresse et tout en conservant l'environnement? Est-ce que Oui, clairement. Sinon, je ne serais pas chez Ferme d'Avenir. C'est clair que, effectivement, l'agroécologie, c'est une solution, si ce n'est la solution pour sortir de cette détresse-là. Il y a des agriculteurs qui sont surendettés et qui ne s'en sortent pas. Et donc, c'est la voie d'avenir. Et donc, nous, effectivement, les programmes qu'on met en place, ça nous est déjà arrivé, notamment dans notre guichet téléphonique, d'avoir une femme qui nous appelait parce que son mari, il n'allait pas bien et elle avait peur pour lui. Et voilà, donc on essaye d'aider comme on peut. Après, on n'est pas une association spécialiste de ça. Il y a des associations qui sont spécialisées là-dedans. Nous, c'est pas notre cas, mais on essaye de promouvoir les alternatives au modèle conventionnel qui va dans le mur. Donc, c'est en montrant qu'il y a d'autres manières de faire qui sont possibles et qui sont viables économiquement et qui permettent de s'en sortir, de se dégager un salaire, de se désendetter, que voilà, on montre que c'est pas une voie, que voilà, il y a des alternatives tout simplement. Voilà comment on fait. Okay, très bien. Et ça, c'est une question peut-être pour les étudiants ou ceux qui souhaitent s'engager dans ce sens bénévolement. Est-ce que à Ferme d'Avenir ou dans une autre association avec laquelle tu as un lien ou pas, est-ce qu'il y a moyen de prendre des bénévoles ou comment ça se passe? Ouais, alors nous, on prend ponctuellement des bénévoles, mais c'est vrai qu'on est souvent à la recherche de bénévoles, soit en communication, soit bénévoles agronomes. D'accord. Parce que voilà, les choses dont on a à faire dans l'asso, il faut avoir des compétences agronomiques. Mais sinon, ouais, il y a plein d'assos qui prennent des bénévoles. Il doit y avoir des sites internet qui listent des besoins en bénévoles. Il y a l'association Vendredi, mais c'est plus pour du mécénat de compétences. Je ne sais pas tant s'ils font du bénévolat, mais il y a plein d'assos qui ont besoin de bénévoles. Nous, ponctuellement, un petit peu, là, on cherche des bénévoles pour enseigner le français, langue étrangère, aux réfugiés qu'on a placés sur les fermes. Donc, il suffit que vous trouviez une association qui vous plaît et vous allez voir sur son site internet et vous verrez s'ils cherchent des bénévoles. Et sinon, il y a plein de plateformes un peu je sais pas, des tours de contrôle qui redirigent les bénévoles au sein de plein d'assos. Ça, il y a des sites. Voilà, il y a quelqu'un, Gemina, qui dit que vendredi, ils en font. Ah je transmets même le message. Bravo, Gemina. Je transmets aussi le message de Sidi Diop. Je pense que tes explications l'ont convaincu et il est prêt à s'engager dans le bénévolat aussi, à faire des stages pour apprendre davantage et avoir un impact positif sur l'environnement. Trop bien, génial, bravo. Super. Bravo. Ok, bon, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Ça a été riche, intéressant. Est-ce que vous avez des questions à les gens qui sont là? Sidi, Ibou, Jemima, Lille, Ousseinou, Théodora, Yaya. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est le moment. Vous pouvez activer vos micros pour prendre la parole. Ouais, vous pouvez activer vos micros pour parler directement. Oui, bonsoir. 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 Alors, bonsoir. Yaya qui parle, c'est ça? J'ai l'impression c'est Yaya qui compliqué parle. si tout le monde parle en même temps. Ouais, alors il y a quelqu'un qui a son... Bonsoir. Ouais, je pense qu'il vaut mieux couper là. Il y a quelqu'un qui a son micro activé. Et c'est pas possible en fait. Il y a du bruit derrière. Sinon, posez vos questions à l'écrit, puis on y répondra comme ça. Ouais, sinon posez vos questions s'il y a du monde. Parce que là, j'ai l'impression que ça devient compliqué. Du coup, ouais, pendant que la personne pose la question. Bonsoir.
Bon, désolée. Je pense Jemima, vas-y. Bonsoir. Oui, oui. bonsoir, Yaya. Ok, je vous salue vous tous. Je magnifie vraiment cette initiative. Merci. En fait, je suis juste venu en retard, mais j'ai pris le train en mars. C'est pas grave. Ok. En tout cas, ce que j'ai eu à enregistrer ici et ce que j'ai entendu, vraiment, c'est convaincant. Et comme également, nous sommes en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Ici, on est dans une société qui a ses réalités. Est-ce que vous me recevez? Oui. Oui. Ok, donc là, on a une société qui a ses réalités. Donc, on ne peut pas te permettre d'avoir un boulot qui paye mieux et qui est à l'aise et qui fait la transition. Vous comprenez? Donc, il y a un impact social, un poids lourd social qui pèse sur toi. Donc, c'est juste pour dire qu'ici en Afrique, particulièrement au Sénégal, c'est la société qui définit ton projet. C'est-à-dire, c'est la société qui te trace le chemin que tu dois suivre. Donc, ça, c'est un facteur vraiment un facteur de blocus. Ce que je voulais avoir comme contribution, si vous pouvez me permettre de nous donner quelques exemples ou bien quelques démarches à suivre pour pouvoir surmonter ces pressions sociales sur nos projets, en fait. Ouais, merci Yaya. En fait, c'est pas évident parce que moi, je parlais vraiment à destination de personnes qui sont en France et du coup, je savais pas que tu étais au Sénégal et je suis désolée. Effectivement, les conseils que je donne quand on est dans une autre réalité sociale, ils sont un peu, ça fait un peu conseil de petite fille riche, quoi. Donc, je suis désolée. Mais effectivement, il y a probablement une pression à la fois économique et sociale qui n'est pas la même que quand tu habites à Paris et que voilà. Malheureusement, étant donné que c'est pas mon parcours de vie, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de conseils à te donner, quoi. Je sais pas. Je connais pas ta réalité économique, je connais pas ton contexte familial, donc c'est pas forcément évident de répondre à ça. Là, vous vivez tous au Sénégal ou vous êtes en partie en France? Alors, toi, je sais pas si tu sais, Aïcha, les personnes qui sont là, si elles sont... Jemima, par exemple, elle est ici. Théodora, elle est entre les deux. Ouais, son pays d'origine, qui est un pays européen, la Roumanie. Les autres, Malik, il est ici, moi ici. Les autres, je sais pas. Ok. Parce que clairement, oui, je n'ai pas de leçon à vous donner, quoi. C'est probablement très différent de construire une carrière à impact à Paris et à Dakar, quoi, clairement. Donc, mais en plus, c'est pas évident parce que je connais pas du tout le contexte économique, le réseau qu'il y a, le type de structure. Après, je pense que ça peut être aussi, je vois, il y a par exemple Make Sense, qui est une entreprise sociale à Paris qui lance plein de projets. Ils ont ouvert un bureau à Mexico, un bureau au Liban, un bureau au Mexique. Ils sont même au Sénégal d'ailleurs. Et ben voilà, ouais, ça m'étonne pas. Et de mémoire, ils avaient des gens au Sénégal. Donc, je veux dire, il y a des choses qui se font aussi et il y a des boulots à avoir aussi dans ces structures. Après, peut-être que ça peut plus passer aussi par l'entrepreneuriat. Parce que du coup, si les jobs, ils n'existent pas, faut les faire vous-même, quoi. Ouais, c'est un peu moins évident. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des assos qui ont des à gauche, quoi. Par contre, il y a probablement moins d'opportunités, mais il y a plus de choses à faire aussi. Et du coup, si vous avez des compétences comme ça, la voie de l'entrepreneuriat social peut être merveilleuse pour lancer des projets. Je crois c'est l'Umateki qui est au Sénégal, non? Le projet de Danone. Non, je ne sais pas. Danone qui a monté une antenne, un social business au Sénégal. Je crois que c'est l'Umateki que ça s'appelle. Pour faire des yaourts... c'est avec... je sais qu'ils sont en coopération avec le gars qui a Richard Toll et qui a créé son unité de production de lait et de yaourt. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a plein de choses à faire. C'est juste qu'effectivement, ça passe peut-être plus par l'entrepreneuriat, quoi.
Et juste peut-être pour compléter, parce que c'est vrai que nous, on a l'expérience de, certes, de vivre en France, mais de faire nos terrains. Parce que moi, en thèse, je le fais au Sénégal. Ok. Et souvent, on a ces genres de confrontation. Souvent, on nous pose des questions en disant que tant qu'on n'a pas des conditions de vie meilleures, ou bien on n'a pas un certain statut social, on ne peut pas s'engager sur des questions de développement durable. Moi, je pense le contraire, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, tous les pays sous-développés et les pays qui sont en voie de développement, ils ont la capacité de faire un saut technologique. C'est-à-dire que l'Europe a suivi une voie qui est classique. Mais aujourd'hui, au Sénégal et dans beaucoup de pays africains, il y a des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui développent des projets agroécologiques. Et je pense que c'est plutôt dans ce genre de tendance. C'est vrai que la population a une influence sur les projets, mais je pense que les porteurs de projets aussi ont une influence sur les modes de consommation et les habitudes des populations à travers une communication et des stratégies de marketing qui sont, qui sont efficaces. Tout à fait. Carrément. Pour moi, je vous rejoins parce que j'ai pas vécu depuis que je suis née à Paris. Je suis arrivée en tant qu'étudiante, mais par rapport à ma propre expérience, je pense que les règles, les conseils que tu as donnés, c'est des règles qui s'appliquent partout. Quand on est jeune et qu'on a envie de faire des choses, on peut très bien s'engager dans le bénévolat. On peut très bien faire des stages, même si c'est 1 mois ou 2 mois. Et voilà. Après, effectivement, le contexte économique n'est absolument pas pareil. Mais on peut quand même faire des choses. Quoi qu'il en soit, on peut faire des choses. Si on a envie de s'engager, on peut s'engager. Et je pense que c'est le cumul de toutes ces petites expériences de bénévolat, de stage à gauche, à droite, qui peuvent aboutir à quelque chose d'intéressant, finalement. Effectivement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si Yaya, je ne sais pas si vous êtes satisfait par rapport à la question, mais c'est vrai que Marion, elle ne peut pas vous donner plus de réponses très, très exactes et précises par rapport à votre question. Je suis désolée, moi, je ne savais pas que vous étiez au Sénégal. Voilà. Elle a fait Sinon, j'aurais peut-être un peu personnalisé. conseil qu'elle a donné également. Allô? Oui. Oui, ouais. Ok, bah oui, c'est normal, hein, c'est normal parce que les réalités sont différentes. Hein? Tout à fait. Ok, c'est compréhensible également. Ok, bon, c'est juste que moi, j'ai commencé à faire la transition parce que j'ai eu ma licence en biologie, chimie et géosciences, option SVT. Donc, mon entourage et plus particulièrement ma famille voulait que je devienne un professeur d'SVT. Vous comprenez? Et que comme moi, bon, vous comprenez? Ok. Comme moi, je ne veux pas m'activer sur le domaine de l'enseignement. J'ai opté de faire une formation en évaluation environnementale et conduite de projet. Et en retour, j'ai eu pas mal de critiques, pas mal de diatribes, tout partout où je traverse. Pourquoi tu as fait ça? À 2 doigts d'obtenir ton master pour devenir un professeur, tu vois, et tu le laisses ici pour faire ça. Donc, il y a pas mal d'impact, pas mal de conséquences sur la devenir de la personne, en fait. Vous voyez. Donc, c'était ça ma question, parce que je voulais avoir juste des conseils. Mais c'est compréhensible, parce que vous êtes en France ou bien dans d'autres pays en Europe, et que moi, je suis en Sénégal. Les réalités diffèrent. C'est normal, mais je suis satisfait. Hein? OK. Nous aussi, on est au Sénégal, en fait. C'est juste que je pense qu'il y a un aspect qui est très important. Il y a une pression familiale parce que la plupart des jeunes sont des soutiens de famille. Ça, on peut le comprendre, mais il n'est jamais trop tard de s'engager sur des questions de développement durable. Vous pouvez faire dans l'enseignement pendant 2 ans et 3 ans. Vous pouvez aussi gagner votre vie en travaillant dans le développement durable. Effectivement. Moi, j'ai aussi un contexte qui était de très bien gagner ma vie et maintenant de gagner moins bien ma vie, mais je gagne quand même bien ma vie. Enfin, je suis pas malheureuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est mon contexte franco-français de parisienne qui à un moment était... j'avais pas besoin de gagner 4 000 € net par mois pour être heureuse, en fait. Mais j'entends très bien, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on a aussi des pressions économiques qui sont toutes différentes liées à notre contexte et que il faut gagner sa vie, ça je l'entends hyper bien, quoi. C'est normal. Et après, sur la pression aussi de la famille, j'entends bien qu'elle doit parfois être plus forte au Sénégal, mais enfin, il y a aussi en France des parents qui veulent que leur fils il soit médecin ou il soit avocat et qu'il ne fasse pas autre chose. Ouais, je pense que ça dépend vraiment des familles. Hein,
qu'au Sénégal ou ailleurs. Enfin, il y a toujours cette petite pression qu'il y a. Carrément. Ouais, qu'il peut Carrément. y avoir, plutôt. Carrément. Je pense Alors, qu'il y a Gemina et Ousseynou, je pense, qui ont levé la main. Jemima, oui, tu voulais parler. Vas-y, Jemima, d'abord, après Ousseynou. Ok, merci. Encore bonjour à tous. Et merci pour tous ces conseils, ces petites astuces et tout. Et moi, je voulais juste revenir en fait sur votre profil à vous, Marion. Vous avez un profil, on va dire, multipotentiel. Est-ce que ça a été difficile en fait on va dire avec vous avez le côté gestion de projet, vous avez le côté communication, marketing, etc. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer avec tous ces profils-là ou bien vous avez utilisé une technique, une stratégie, je sais pas. Bah, c'est une bonne question parce que c'est aussi un truc qui n'est pas évident parce que moi, je sais que je m'ennuie si je fais la même tâche tout le temps. Ouais. Je ne peux pas rester dans un poste où je fais le même truc et je m'éclate toujours quand j'ai 3-4 casquettes, en fait. Ouais. Je ne peux pas faire que de la com ou que du juridique. Et là, c'est pour ça aussi que je me retrouve, les boulots où je m'éclate, c'est toujours les boulots où je fais du commercial et du marketing et un peu de juridique et un peu de gestion de projet et un peu de com. Enfin, et donc, mais ça, c'est personnel à moi. Peut-être que vous êtes différente ou peut-être que Malik, il est différent. Enfin, donc, c'est à vous connaître. Première étape, c'est vraiment bien se connaître, savoir vers quoi on veut aller, ce dont on a besoin. Et ensuite, moi, du coup, en voulant un job polyvalent, je suis dans des structures qui me proposaient des jobs polyvalents. C'est-à-dire que je suis allée dans des petites structures parce que forcément, quand on est dans une asso de 10 personnes, on est plus polyvalent que quand on va dans une grosse boîte de 10 personnes. Après, un conseil aussi que je veux vous dire, c'est votre fiche de poste. Vous verrez que entre la fiche de poste qu'on vous vend en entretien d'embauche et la réalité, il y a souvent un monde et qu'on vous ajoute des missions qui sont, la fiche de poste, c'est vous qui la faites. C'est vous qui vous positionnez sur les dossiers intéressants, sur les projets qui vous plaisent. Et donc, si vous avez envie de prendre telle chose ou telle casquette et tout, une fois que vous êtes dans votre taf, parce que vous vous rendez compte que c'est ça qui vous plaît, et allez le chercher. Et c'est aussi comme ça que vous allez évoluer. Et ça, pour le coup, je pense que c'est international. C'est en France et au Sénégal. Tout à fait. Merci. Je pense qu'il y a Ousseynou qui veut prendre la parole. Avec plaisir. Bonjour à tous. Bonjour, Ousseynou. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ok, c'est bien. D'ailleurs, nous allons d'abord remercier la présidente et Malik pour ce podium qui nous a été offert. Aussi, nous remercions de vive voix Marion pour cette très belle présentation, machallah. Maintenant, peut-être, je vais juste rebondir sur deux cas. C'est-à-dire, la première, c'est la question de Yaya, qui est très intéressante. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme l'a dit Malik, dans nos familles, il y a cette pression énorme du fait qu'on te scolarise, on attend quelque chose en dessous de toi. De ce fait, ce qui se passe, tu es à l'école dans un cercle de concours pour être le meilleur. Arriver avec tes diplômes, tu le déposes sur la table et de ce fait, tu dois avoir un travail, même si tu n'es pas épanoui dans ce travail-là. C'est juste pour pouvoir gagner un gain et secourir la famille, secourir le papa, la maman, les frères et les sœurs et être ce qu'on appelle le soutien de famille. Mais réellement, la personne ne s'éclate pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, à la base, j'étais parti pour être un très bon financier, un excellent financier. Mais dans mon cœur, dans ma tête, je suis un passionné de la communication, du marketing. J'aime parler, j'aime communiquer, j'aime échanger. Et là, présentement, je suis bien. Mais par contre, ce que je regrette, et c'est ce qui se passe ici en Afrique et au Sénégal plus particulièrement, la plupart des jeunes découvrent trop tard, ou bien très tard, je dirais bien, ce que c'est que le développement personnel, la citoyenneté, l'engagement. Il faudrait à un certain moment qu'il y ait ce qu'on appelle cette ouverture d'esprit, qu'ils puissent être dans des associations, qu'ils puissent découvrir d'autres choses extraordinaires qui vont les... Allô? C'est bon, c'était Fatima. Oui, on t'entend, c'est nous. Ok, donc c'est ce facteur-là qui est un peu déplorant, le fait que dès la base, l'enfant ou bien la jeune personne
qu'on lui inculque pas ce civisme, en fait, qu'on lui inculque pas ces techniques citoyennes, qu'on lui inculque pas une mentalité citoyenne. Et grâce à ça aussi, ce qui fait que le bénévolat de plus en plus dans la société se font rares. Est-ce que c'est une question de culture ou bien est-ce que si c'est un laxisme ou bien une léthargie qui se font dans nos sociétés? Je dois répondre à la question. C'est hyper dur. Ah ouais. Franchement, j'en sais rien. Je pense que clairement, c'est les deux en fait. Il y a une différence de culture parce que vous avez forcément plus de pression économique que celle qu'on peut avoir quand on est français et qu'on est à Paris, qu'on fait nos études et que, entre guillemets, la seule chose dont on doit se préoccuper, c'est d'être épanoui. Donc forcément, vous devez avoir une pression familiale qui est différente, c'est clair. Mais en même temps, il peut y avoir des familles au Sénégal qui veulent que leur enfant il fasse quelque chose qui lui plaise et des familles à Paris qui veulent que leur enfant il soit médecin et point barre. En fait, je pense qu'on peut trouver les deux situations dans les deux pays. Je pense aussi. C'est pas du tout évident et j'entends bien que ça doit être hyper difficile de s'imposer et de t'affirmer. Enfin, j'ai pas compris dans quel boulot tu travaillais en ce moment, mais enfin, ça me fait de la peine de me dire que si tu te destines à un job de financier, si finalement ta passion c'est la communication et le marketing, c'est dommage parce qu'en plus tu peux probablement bien gagner ta vie aussi en tant que marketing ou communication. Alors peut-être pas aussi bien que trader ou j'en sais rien, mais voilà, c'est dur parce que on se met à la pression de la famille. Après, il faut pas refiler aussi cette pression sur les autres quand on a nos propres enfants aussi. Il ne faut pas reproduire ce schéma-là. Je ne sais pas, c'est pas évident. Ouais, c'est vrai que c'est... Après, moi aussi, hein, des fois, j'ai mes parents qui me disent, attends, pense avant tout à ton salaire. Là, on te propose un autre poste, c'est un peu plus payé, vas-y. Et moi, je leur dis, bah ouais, mais non, là, moi, je suis hyper bien dans mon boulot, je m'éclate et ça n'a pas de prix. Ah ben oui, mais quand même, si c'est vraiment mieux payé, enfin, voilà, on est tous un peu confrontés à ça. Alors, dans une moindre mesure, avec des contextes économiques et des pressions qui sont différentes, c'est clair. Mais on est un peu tous quand même confrontés à ça. Je pense que c'est aussi générationnel. Ouais, je pense aussi. Les situations, ça diffère d'une famille à une autre. Hein, comme... Ouais, mais d'une génération à l'autre aussi. Ouais, et aussi, voilà. Je pense que même l'aspect générationnel est très important parce que moi, sur les questions de volontariat et s'engager sur les questions environnementales, je l'ai commencé depuis quand j'étais au collège, depuis le collège. Et ma famille m'a jamais empêché de faire ce genre, alors que je viens pas dans une famille qui est riche ou pas. Je viens dans une famille qui est modeste. Ma mère travaille comme commerçante dans l'informel, etc. Mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de promouvoir en fait mes idées sur les questions de développement et l'environnement. Donc, et je pense que même à un moment donné, tu pourras emporter ta famille sur ces genres de questions nouvelles qu'ils n'avaient pas en fait au début. Ouais, et puis il ne faut pas non plus opposer social et environnemental. On peut arriver à faire les deux parce que c'est aussi en faisant face à des problématiques environnementales qu'on peut trouver des solutions sociales et inversement. Ça va ensemble. Donc, c'est ça. Et je pense qu'au Sénégal, dans les pays en voie de développement, il y a aujourd'hui beaucoup plus de problématiques auxquelles les jeunes peuvent essayer de répondre par le biais, par exemple, de l'entrepreneuriat, qu'ici, il n'y a plus rien. Tout le monde a trouvé les idées, tout le monde a trouvé presque les solutions. Entre guillemets. Mais c'est pour dire, je pense que, voilà, c'est pas évident, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire en tant que jeune dans ce secteur-là. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Malik? Jemima, tu veux reparler encore ou elle a levé sa main? Elle avait levé tout à l'heure. Ah non, c'était une erreur. Enfin, j'ai pas baissé après, désolée. Donc, il y a Fatima qui vient de nous rejoindre aussi. Donc. Bonjour Fatima. Si tu as envie de parler, tu peux prendre la parole directement, envoyer un petit message. En attendant, il y a Baïsidi Diop qui aimerait en savoir plus sur les activités. Alors, sur les activités de Dunia Éthique ou sur les activités de ferme d'avenir de Marie Baïsidi? Tu veux prendre la parole, Baïsidi?
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc je pense que ce serait préférable que ce soit sur tous les deux organisations en fait, afin que je puisse savoir sur quoi est-ce que vous travaillez réellement. D'accord, ok. Du coup, tu es au Sénégal, c'est ça? Oui, je suis au Sénégal. D'accord. Bon, je vais faire une présentation rapide de Dunia Éthique et puis je donnerai la parole à Marion. Donc, Dunia Éthique, association de promotion du développement durable, on essaie de répondre en fait aux 17 objectifs des ODD qui sont très très larges. Ça va de la pauvreté à la faim, à la consommation responsable en passant par plein d'autres trucs, l'éducation, etc. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'organiser des activités pour le moment numérique parce que c'est compliqué par rapport au contexte de la crise sanitaire. Donc, on organise des activités comme des webinaires dans ce sens. On organise également des ateliers de formation sur, par exemple, l'initiation à WordPress, sur comment créer un CV qui soit attractif et qui réponde aux attentes du recruteur. Donc, enfin, plein de trucs comme ça sur la gestion de projets, par exemple, etc. Donc, on a organisé en 5 pôles. Pour l'éducation au développement durable, éducation à la santé, éducation au numérique. Il y a un pôle qui s'occupe des questions de RSE pour accompagner les entreprises publiques et privées dans ce sens. Et il y a un pôle qui va s'occuper de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle. Donc, on est aujourd'hui en France, en Roumanie récemment et au Sénégal. Et on est alors une petite centaine de personnes entre ces différents pays. Et donc voilà, je pense que j'ai rapidement fait le, le résumé de Dunia Éthique. Et n'hésite pas, by Sidi, si tu as envie d'en savoir un peu plus ou de t'engager au sein de l'ASSO. On a beaucoup de membres qui viennent du Sénégal et qui sont en train de faire des choses qui font sens pour eux, pour l'association. Donc voilà, je pourrais te laisser mon mail dans la conversation et comme ça, on pourra échanger beaucoup plus amplement là-dessus. Donc Marion, je te laisse la parole peut-être. Pour les activités, on va y revenir. Ouais, mais j'ai l'impression j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, je sais pas si Sidi, tu étais là au début du webinaire ou pas? Oui, exactement. J'étais là. Ok, d'accord. Donc, tu veux plus d'infos sur ce que j'ai déjà dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Alors, donc, comme je vous le disais, on a 4 pôles. On a production, formation, financement et influence. Dans le pôle production, le but, c'est de vraiment accompagner des porteurs de projets à émerger et à faire des modèles durables sur leur ferme. Donc, on a la mise en réseau. Donc, on a un réseau de plusieurs centaines de fermes à qui on envoie des newsletters, à qui on fournit des outils, etc. On a des activités de conseil. On accompagne des collectivités et des entreprises qui ont du foncier pour lancer des fermes. On a un programme d'accompagnement dont j'ai parlé, qui est un guichet téléphonique auprès desquels les porteurs de projets peuvent appeler pour avoir des conseils. On a un programme de congés solidaires et on lance nous-mêmes des fermes expérimentales. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on fait dans le pôle production. Ensuite, dans le pôle formation, on a des formations courtes d'1 semaine qui sont plutôt théoriques pour que les porteurs de projets qui veulent lancer des fermes ils puissent découvrir les clés de réussite voilà, pour lancer un tel projet, notamment quand ils sont néo-ruraux. Et ensuite, on a une formation longue de 8 mois qu'on appelle le programme compagnonnage et qui permet de placer des compagnons français et réfugiés sur les fermes de notre réseau pour apprendre le maraîchage agroécologique. Donc, voilà pour la formation. Ensuite, dans le financement, on a une plateforme de crowdfunding, donc qui est une plateforme sur laquelle on fait des campagnes de financement participatif pour que les porteurs de projets ils puissent lever de l'argent pour, je ne sais pas moi, des panneaux solaires, un magasin de producteurs, une nouvelle serre et que sais-je, plein de projets ou des arbres, voilà. Et ensuite, on a aussi un concours annuel qu'on organise donc tous les ans pour récompenser des plus beaux projets de fermes ou d'agriculteurs partout en France. On leur donne des dotations, donc on fait un appel à projets, les agriculteurs candidatent, etc. Et enfin, notre dernier pôle, c'est le pôle influence, dans lequel on a un programme de recherche sur une nouvelle forme de comptabilité sur les fermes pour faire émerger leur capital social et environnemental.
On a des outils pédagogiques pour véhiculer les valeurs de l'agroécologie. On a édité des livres, on a sorti un film au cinéma, on intervient dans des événements, on a des pages sur les réseaux sociaux. Enfin là, c'est tout l'aspect un peu plus communication. Donc voilà tout ce qu'on fait. Super. Merci, merci. Malik? Une question pratique pour permettre aux invités de savoir un peu l'étendue de vos activités. Est-ce qu'aujourd'hui, vos activités sont uniquement en France ou c'est à l'international? Est-ce que vous envisagez dans l'avenir d'aller en Afrique où il y a beaucoup de défis en termes de politique agroécologique à faire? Donc, non, c'est vraiment que en France. D'accord. On est que en France et on va le rester, je pense, pendant un moment parce qu'on n'a pas ambition à aller en Afrique ou quoi que ce soit. Pour l'instant, voilà, ça reste comme ça. Ok. Très bien, très bien. Je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Si personne n'a plus de questions, Marion, c'est quoi ton dernier mot? Foncez. Comment? Foncez. Foncez. Bon, ça résume tout. Ça résume tout, ouais. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Je sais que ça n'a pas dû être évident de libérer du temps par rapport à ton emploi, ta vie de famille. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça me fait très plaisir. Bon, tant mieux, c'est super. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe d'Unia Éthique. Ça a été très, très enrichissant et je pense que la quantité, le volume de questions qu'on a eu témoigne justement de l'intérêt que les gens ont pour ta carrière, également pour tout ce qui permet aujourd'hui de pouvoir faire une transition vers des métiers qui peuvent avoir du sens pour les uns et les autres. Donc, merci infiniment. Merci à Malik, merci à tous les participants. Malik, tu as envie de dire un dernier mot? Juste remercier Marion et tous les invités qui sont venus parce que moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Il n'est jamais trop tard de se trouver un métier qui vous plaît. Donc, ça, c'est clair. Ouais, c'est ce que j'ai appris. Donc, merci pour ça. Merci pour les conseils, Marion, pour la disponibilité. Et le webinaire, il va être disponible sur notre chaîne YouTube. On va repartager sur les réseaux sociaux. Donc, suivez-nous. On est sur Facebook, LinkedIn, un peu sur Twitter et beaucoup sur Instagram. Super. Bon, je vais aller voir ça. Tout à fait. Donc, on fera la communication là-dessus. Marion, on t'enverra le lien que tu peux repartager. Ouais, ok. Trop cool. Voilà, donc merci beaucoup, excellente soirée à tout le monde et puis très bon week-end, profitez pour vous reposer aussi, c'est important à vous tous et puis à très très bientôt. À bientôt, salut. Salut, au revoir, bonne soirée.